écoutez RFI, il est minuit et demi à Paris, 23h30 à Kinshasa, 22h30 en temps universel. Zéphirin Quadio vous présente la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, retour sur les violences en République démocratique du Congo. Au moins 17 morts en marge d'une manifestation anti-Kabila à Kinshasa. C'est un bilan provisoire donné par le ministère de l'Intérieur. Au Gabon, publication ce lundi du bilan des procédures engagées contre les manifestants arrêtés lors des violences post-électorales du 31 août dernier. Nous entendrons le procureur de la République. À suivre aussi dans cette édition, la bataille pour le leadership dans le nord-est du Mali. Bataille entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et le Gatia. Nous reviendrons également sur la libération hier de 7 opposants politiques. 7 opposants dont Soumana Sanda, le numéro 2 du Modène Lumana. Soumana Sanda qui se dit prêt à poursuivre la lutte. Et juste après le journal, l'invité de la rédaction, l'historien Hamzat Boukari Yabara, pour évoquer le premier congrès des intellectuels noirs à la Sorbonne. C'était il y a 60 ans. Ils étaient mobilisés pour donner ce qu'ils appellent son préavis au chef de l'État, mais la manifestation anti-Kabila de ce 19 septembre a dégénéré à Kinshasa. Bilan officiel et provisoire, 17 morts selon le ministère de l'Intérieur, plus de 50 morts selon l'opposition et surtout beaucoup de colère dans les rues de la capitale ce lundi. Aujourd'hui, c'est la date butoir du préavis de M. Joseph Kabila. Nous avons constaté que la préavis de M. Kabila est consommée automatiquement. Parce qu'au lieu d'organiser les élections, on a vu que M. Kabila est en train de faire des monologues, est en train de violer la Constitution. Mais subitement, on est surpris que les services de M. Kabila... ils ont commencé à nous provoquer, ils ont commencé à tirer sur nous. Il y a eu plusieurs arrestations et puis il y a eu plusieurs blessés, il y a eu plusieurs morts. Et nous maintenant là, chez nous, au siège de la FONIS, nous avons 2 morts enregistrés que vous-même vous avez constaté, monsieur le journaliste Kamanda. Nous sommes déterminés et nous allons commencer des actions de maintenant là jusqu'au 19 décembre. En cas où le monsieur ne veut pas respecter notre constitution et quand il ne veut pas quitter, et il trouvera le peuple dans son chemin. Nous voulons rappeler que ce pays n'est pas un pays démocratique. Oui. Parce que nous avons voulu marcher calmement, avec toute quiétude, mais la police de M. Kabila nous a empêchés, alors que le préavis est constitutionnel. C'est l'article 73 de la Constitution. Jet de pierre contre gaz lacrymogène et tir de sommation. C'était l'ambiance aujourd'hui, 3 mois avant la fin du 2e et dernier mandat du président congolais. Des affrontements dans plusieurs quartiers de la capitale ce lundi. L'objectif de cette mobilisation était de remettre un mémorandum à la commission électorale pour lui demander de convoquer le scrutin dans les délais prévus par la Constitution. Mais je vous le disais, les choses ont très vite dégénéré à Kinshasa. Le récit de Sonia Rollet. On commence ici devant la statue de Lumumba parce que c'est la suite de son combat, un combat pour la liberté. C'est ce que disait un cadre de parti d'opposition à l'heure du rassemblement de cette manifestation avortée. Mais déjà dans plusieurs quartiers, la tension était montée entre manifestants et forces de l'ordre. Des affrontements un peu partout, jets de pierre, barricades contre gaz lacrymogène et tirs. On voulait marcher paisiblement, mais ils nous en ont empêchés, dit un jeune. Vous-même, vous les avez vus, ils ont brûlé des véhicules, ils ont érigé des barricades, ils ont même brûlé des policiers, rétorque un officier. Ce qu'on pouvait entendre en tout cas chez les manifestants avant que ça tourne à la bataille rangée. Dit à M. Kabila que son mandat se termine, il faut respecter la loi. Il a eu ses 2 mandats ou encore il doit partir. Ici, ce n'est pas le royaume de Kabila. Le peuple doit retrouver sa souveraineté. Voilà un peu. L'un des leaders du rassemblement, Martin Fayoulou, s'est rendu à pied vers l'échangeur de Limété, point de rencontre de cette manifestation. Il disait vouloir calmer les militants. Ils n'ont réagi qu'à la provocation des policiers. Dans tous les quartiers, on les a empêchés de rejoindre la manifestation, a dénoncé le président de l'ICD. Pour la majorité, la marche pacifique était une distraction. Il y avait derrière les événements de cette journée une véritable volonté d'insurrection. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et rappelons qu'avant même de commencer, la manifestation de l'opposition a été dispersée brutalement. Bilan, je vous le rappelle, 17 morts, dont 3 policiers, 14 civils blessés par balle selon le ministère de l'Intérieur. Du côté du rassemblement de l'opposition qui avait appelé à manifester dans tout le pays, on parle de plus de 50 morts. Les autorités affirment avoir annulé la manifestation après les premières violences. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, parle lui d'un mouvement insurrectionnel avec pour objectif la prise du pouvoir par la force. Des instructions adéquates ont été données aux forces de police pour assurer aux manifestants un encadrement adéquat sur l'ensemble
des itinéraires retenus. Il s'est fait malheureusement que les manifestants ont délibérément choisi de multiplier les itinéraires de diversion pour échapper à l'accompagnement de la police et ils ont perpétré des actes de destruction et de vandalisme le long des parcours empruntés. Ils ont posé des actes de violence indescriptibles et porté atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la vie des paisibles citoyens. À la mi-journée, les tristes et douloureux bilans provisoires de ces actes de barbarie et d'extrême sauvagerie se présentent de la manière suivante. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif, et 14 civils parmi les pillards. 2 blessés par balle, 2. École primaire et secondaire, Madame de Sévigné, brûlée, saccagée à Bandalungwa. Plusieurs résidences de paisibles citoyens saccagées, pillées. Le siège du PPRD, Sendoué, incendié. Les symboles du pouvoir brûlés au quartier Banounou Matete. 5 armes arrachées par les manifestants aux policiers. Évariste Bochab, le ministre congolais de l'Intérieur au micro de Kamanda Wakamanda Muzembe. Je rappelle que la police militaire a arrêté pendant plusieurs heures des journalistes étrangers ou travaillant pour des médias étrangers, dont l'envoyé spécial permanente de RFI, Sonia Rollet, avant de les libérer. Le porte-parole de la police parle d'une interpellation administrative pour vérification d'identité. Le gouvernement assure qu'il s'agissait d'une erreur. Ce soir, la direction de RFI appelle les autorités congolaises à faire la lumière sur cet incident inacceptable. Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, s'est dit préoccupé et appelle au respect de l'ordre constitutionnel en RD Congo. Le département d'État américain et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appellent au calme et à la retenue. Au Gabon, le procureur de la République, Steve Ndong Essam Ndong, a publié ce lundi, je vous le disais en titre, le bilan des procédures engagées contre les manifestants arrêtés suite aux violences post-électorales du 31 août dernier. Selon ce bilan, les quelques 800 personnes interpellées ont presque toutes été libérées. Il ne resterait plus que 70 personnes en détention, des personnes poursuivies essentiellement pour violence, attroupement armé ou non armé, ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique ou encore pour incendie volontaire. Écoutez ce qu'en dit très précisément le procureur de la République. Sur la totalité des interpellations intervenues, soit près de 800, 407 personnes ont été relâchées au terme de leurs auditions sous le régime de la garde à vue. 393 personnes ont été déférées au parquet de Libreville. Sur ces 393 déférés, 31 personnes ont été incarcérées et sont traduites devant le tribunal correctionnel de flagrant délit pour répondre des faits de violence, attroupement armé ou non armé, ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique, pillage et destruction de biens publics et privés. 39 personnes ont été présentées à un juge d'instruction et sont placées en détention préventive pour les infractions d'incendie volontaire de biens publics et privés, pillage et destruction de biens meubles ou immeubles. 323 personnes ont été remises en liberté après un rappel à la loi à l'audience publique. Voilà les explications du procureur de la République, Steve Ndong Essam Ndong. RFI, il est 22h38 à Lagos, au Nigeria, où une attaque attribuée au groupe Boko Haram a fait 6 morts dans le nord-est du pays. 3 soldats nigérians ont également été blessés au cours de cette attaque. Une autre attaque contre un important oléoduc dans le sud du pays a été, lui, revendiquée par le NDJM, groupe rebelle du delta du Niger. C'est la deuxième attaque perpétrée par ce groupe en une semaine. Un groupe qui renforce ses attaques alors que les Vengeurs du Delta, groupe opposant qui a détruit d'importantes infrastructures depuis février, a signé, lui, un cessez-le-feu et a accepté d'engager des pourparlers avec le gouvernement. Les groupes armés, nombreux dans le Delta du Niger, disent se battre pour les communautés qui résident dans cette région. Nouvelle embuscade contre un convoi de l'armée malienne dans le nord du pays. Bilan, 1 soldat tué, 4 autres blessés. Selon une source militaire citée par l'agence France-Presse, 2 engins, probablement des mines, ont sauté lors du passage du convoi de l'armée et les assaillants ont fait usage d'armes automatiques et de roquettes sur le convoi. Un véhicule de l'armée et une citerne ont été brûlés. Selon la même source, les blessés ont été évacués dans un hôpital de la ville de Gao. Le Mali encore, dans la région de Kidal cette fois. La bataille pour le leadership se poursuit entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et le Gatia. Le Gatia qui vient de prendre le contrôle de 2 localités, dont une très stratégique.
Rappelons que le Gatia est un groupe d'autodéfense des Touaregs de la tribu des Imérades et alliés, groupe armé qui se définit comme loyaliste. À Bamako, la correspondance de Serge Daniel. La première localité désormais sous contrôle du Gatia, groupe d'autodéfense des Touaregs de la tribu des Imérades et alliés, est Inchalil. Inchalil est situé au nord de Tessalit, dans la région de Kidal. C'est une localité hautement stratégique et c'est par là que passent la plupart des marchandises qui quittent l'Algérie pour les régions nord du Mali. C'est également un carrefour de tous les trafics illicites. Le Gatia et la rébellion, c'était un moment entendu pour que cette localité soit accessible à tous les groupes armés. En rien dorénavant en mettre absolu sur les lieux, le Gatia entend probablement faire passer un message. Les accords sécuritaires signés dans le passé avec les rebelles de la SEMA, c'est-à-dire la coordination des mouvements de l'Azawad, sont caduques. La tension risque donc de monter d'un cran. Et comme lors de la prise de Inchalil, c'est fortement armé que les combattants du Gatia ont pris le contrôle de Inkabawatan, autre localité de la même région. Sur le terrain, les observateurs se disaient très impressionnés par l'armement du Gatia et s'interrogent sur son origine. En face, les rebelles de la SEMA qui font de la ville de Kidal le principal fief de la région. Ce lundi, des combattants de la SEMA, fortement armés, ont quitté Kidal et on craint de nouveaux affrontements. Serge Daniel, Bamako, RFI. En bref, à Tombouctou, une porte d'une mosquée détruite en 2012 par les djihadistes a été restaurée sous la supervision de l'UNESCO et réinstallée lors d'une cérémonie officielle. La porte secrète de la mosquée de Sidi Yahya fait partie des édifices religieux démolis en 2012 par les groupes djihadistes qui contrôlaient le nord du Mali. Au Niger, après 10 mois de détention, 7 opposants politiques ont été libérés hier dimanche. Parmi eux, Soumana Sanda, le numéro 2 du Modène Lumana, le parti de Hama Amadou, qui est actuellement en France pour raison de santé. Mais dès sa libération hier matin, Soumana Sanda a annoncé que la lutte continuait. Mais l'opposition n'est-elle pas très affaiblie par le ralliement au pouvoir il y a un mois du parti MNSD? Réponse de Soumana Sanda. Pas du tout. Il s'agit là d'une question de conviction et d'occupation de terrain. Aujourd'hui, avec nous, beaucoup de Nigériens sont en train de refuser cette conception monolithique de la démocratie qu'on veut leur imposer. C'est vrai, aujourd'hui, un parti important de la COPA 2016 avait, dans une déclaration, décidé de rejoindre la majorité. Mais nous ne pensons pas que ce choix souverain du MNSD Nassara ait effrité l'engagement des Nigériens qui, aujourd'hui, face aux multiples problèmes, sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de perspective de développement compte tenu de la gouvernance actuelle. Donc, nous pensons que malgré le départ du MNSD Nassara, les Nigériens sont très nombreux au niveau de l'opposition. Voilà le député nigérien Soumana Sanda, numéro 2 du parti d'opposition, Modène Lumana, sera demain matin l'invité Afrique de RFI au micro de Christophe Bois-Bouvier. En bref, les universités publiques du Niger paralysées ce lundi en raison d'un mouvement de grève déclenché par des enseignants et des étudiants. Ils protestaient contre des retards de paiement des salaires et des bourses. Des grèves avaient déjà compliqué la rentrée académique à Niamey et dans tout le reste du pays début septembre. Les avocats du Kenya et de la Somalie, toute cette semaine, devant la Cour internationale de justice à La Haye. Ils devront présenter leurs arguments devant la plus haute instance judiciaire de l'ONU à propos d'une dispute frontalière très ancienne. Il s'agit de la démarcation exacte de la frontière maritime entre les deux pays. L'enjeu de cet arbitrage est, entre autres, l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz qui se situent dans cette zone, mais aussi le domaine de pêche. Explication, Léonard Vincent. Pour la Somalie, sa frontière maritime avec le Kenya suit le tracé de sa frontière terrestre en s'enfonçant dans l'océan vers le sud-est. Pour le Kenya, au contraire, sa frontière avec la Somalie suit une latitude horizontale d'ouest en est. Or, dans le triangle entre les deux tracés se trouvent 100 000 km² de territoire dans l'océan Indien et au moins 3 blocs sous-marins renfermant potentiellement du pétrole et du gaz, mais aussi des eaux très poissonneuses, un enjeu économique majeur pour les deux pays. La Cour internationale de justice entend donc toute cette semaine les arguments des avocats des deux parties. Le Kenya fait valoir de son côté un mémorandum signé avec la Somalie, stipulant que les deux pays renoncent à recourir à une quelconque juridiction pour résoudre la dispute. Aux yeux de la Somalie, en revanche, les négociations avec le Kenya n'ayant abouti à rien, seule la Cour de justice peut valablement et définitivement trancher le conflit. Après avoir entendu les deux parties vendredi, la Cour devra décider si elle est compétente ou non pour juger la dispute. Alors seulement une bataille judiciaire au bénéfice potentiellement immense pour les deux pays pourra réellement commencer. Explication signée Léonard Vincent.
Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. RFI où il est minuit et bientôt 45 minutes. À suivre le journal des sports avec Antoine Grenier. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. Donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Ce sont les mots d'Aimé Césaire il y a tout juste 60 ans lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs. Congrès organisé à Paris à la Sorbonne du 19 au 21 septembre 1956. Rencontre historique sur laquelle nous revenons avec Hamzat Boukari Yabara, historien et auteur aux éditions La Découverte de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara répond aux questions de Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur aux éditions La Découverte de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Il y a du beau monde en ce mois de septembre 56 dans les amphithéâtres de la Sorbonne, Alioune Diop, Césaire, Senghor, Frantz Fanon. En quoi cette rencontre est-elle historique ? Alors c'est une rencontre historique tout simplement parce qu'elle représente un peu ce bandung culturel du monde noir. C'est Alioune Diop donc qui en est le principal chef d'orchestre avec donc déjà toute l'expérience de la revue donc Présence africaine et de la maison d'édition Présence africaine qui avait permis déjà de réunir sur des textes un certain nombre des intervenants qui seront présents à ce congrès et qui cette fois seront physiquement réunis dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne et qui aborderont un ensemble de questions extrêmement sensibles dans une époque qui est un véritable bouillonnement politico-culturel. On est en plein milieu de la guerre froide, on est à la veille donc des luttes pour l'indépendance, on a le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, donc on aura un certain nombre de sensibilités, un concentré d'ego. Et cette rencontre, elle est historique parce qu'elle va tout simplement aboutir à un consensus sur l'idée que la culture doit être un outil de libération nationale pour les différents peuples noirs, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils luttent. Alors là-dessus, il y a un consensus, vous nous le dites, il y a eu du débat aussi. De quoi est-ce qu'on débat exactement ? Alors, on a débattu déjà des questions idéologiques. On est dans un contexte de guerre froide, donc dans un contexte de prise de position. Donc, quelle mesure la culture doit être politisée ou pas ? C'était par exemple la position de René Despestre qui avait déjà préparé un texte qui a finalement été censuré à la dernière minute parce qu'il critiquait finalement le communisme. Il faut bien savoir que quelqu'un comme W.E.B. Du Bois, ce grand intellectuel noir américain, n'avait pas été autorisé à venir à Paris, justement en raison de ses accointances communistes. Et puis on débat aussi d'un certain nombre de points de convergence et de divergence entre les différentes luttes, entre celles qui sont menées en Haïti, qui est une nation indépendante, celles qui sont menées dans les différents territoires africains, qui sont encore sous domination coloniale, celles qui sont menées aux États-Unis où la ségrégation s'impose. Donc on confronte les différents points de vue de ce monde noir et forcément il est très difficile d'en faire une synthèse, mais on s'accorde sur le fait que cette question culturelle, qui sera résumée par Cheikh Anta Diop lorsqu'il dit qu'il faut faire l'inventaire culturel de la négritude, est fondamentale pour penser la libération. Il y a une soixantaine d'intellectuels présents à Paris, à la Sorbonne. Il y a ceux dont on a parlé au début de cet entretien et puis il y en a plein d'autres aussi dont on n'a pas forcément gardé le souvenir et qui aussi ont apporté leur contribution. Hamzat Boukari Yabara. Oui, on peut citer ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, Abdoulaye Wade, Georges Zaming, un très grand poète de la Barbade, qui est trop peu connu à mon sens. Et puis on avait aussi des figures qui étaient présentes, comme Mercer Cook, comme Richard Wright. Donc toutes ces personnes finalement sont entrées d'une certaine manière dans la grande histoire lors de cette rencontre à la Sorbonne. Et dans cette rencontre parisienne, en territoire français, l'Angola, le Mozambique portent une voix singulière ? Effectivement, c'est la particularité, c'est-à-dire qu'on voit souvent ce congrès des écrivains comme une rencontre entre intellectuels de langue française et de langue anglaise. Or, il y avait des Angolais et des Mozambicains. On peut penser à Mario de Andrade, on peut penser à Marcelino dos Santos, donc des poètes qui vont ensuite participer donc aux différents mouvements de libération, que cela soit le MPLA ou le Frélimo, et qui vont justement dans ce contexte de guerre de libération contre l'empire colonial portugais davantage axé sur la nécessité de créer une culture nationale. Est-ce que l'Afrique se fait l'écho de ce grand rendez-vous à l'époque ? Oui, il y a déjà à cette époque-là un certain nombre de divergences sur les méthodologies d'accès à l'indépendance, puisque la rencontre a lieu dans un milieu universitaire. Il y a également tous les jeunes étudiants beaucoup plus radicalisés de la
Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui vont d'une certaine manière croiser le fer avec leurs aînés dans les mois qui suivent. C'est un événement culturel, politique à la fois. C'est là vraiment que se prépare la décolonisation. Alors en tant que tel, non, parce que la dimension politique a été, je pense, éclipsée par la nécessité d'arriver à un consensus sur la question de la culture. Néanmoins, dans les années qui suivent, on va voir que ce congrès des écrivains et artistes noirs de la Sorbonne va donner naissance à d'autres mouvements, donc la Société africaine de culture qui va se mettre en place, qui deviendra ensuite la Communauté africaine de culture, qui sera présidée par des personnalités comme Wole Soyinka, et puis les différents pays comme la Guinée, mais également la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Dahomey, actuellement Bénin, vont mettre en place aussi des politiques culturelles qui feront régulièrement référence à ce congrès des écrivains et artistes noirs de la Sorbonne. Politiquement, qui s'est revendiqué et à quel moment de ce congrès qu'aujourd'hui on considère comme fondateur? Alors il y aura un deuxième congrès en 59 à Rome, où là on va voir un autre aspect apparaître, c'est l'aspect cinématographique, donc Rome, donc capitale du cinéma. Donc il y aura un certain nombre de cinéastes, on peut penser à Ousmane Sembène par exemple, Paulin Soumanou Vieira, qui vont, je pense, traduire cet esprit du congrès de la Sorbonne sous d'autres formes et d'autres supports. On aura également donc des artistes, quelqu'un comme Myriam Makeba par exemple, qui en chantant dans toutes les langues du continent africain, en français, en anglais également, va symboliser cette sorte de Babylone noire qui s'était réunie à la Sorbonne. Et puis on a ici ou là différents mouvements militants, étudiants qui tentent de faire revivre aujourd'hui cet esprit de 1956. Qui sont aujourd'hui les héritiers du congrès de la Sorbonne? Alors c'est une question assez difficile parce que ce congrès qui s'est tenu de manière historique à Paris, à une époque où Paris était le lieu de refuge de beaucoup de militants et d'intellectuels noirs américains, pose aujourd'hui la question d'un monde noir qui est fragmenté, d'un monde noir qui est peut-être un peu trop dépolitisé. Et ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est que tous les poètes, les écrivains, les artistes réunis concevaient la notion de création et de créativité comme une forme d'engagement politique. Donc aujourd'hui, l'engagement politique dans les milieux intellectuels noirs reste à mon sens le grand défi à relever et à relancer. On a perdu la flamme des années 50 ? Je pense qu'on a perdu la flamme. Hamzat Boukari Yabara, merci d'être passé par les studios d'RFI. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions La Découverte, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara avec Nathalie Amar. RFI Afrique Soir, il est minuit 52 à Paris, le rappel des titres de l'actualité hors Afrique. Le suspect des attaques de New York et du New Jersey, arrêté ce lundi à New York. Il s'agit d'un Américain d'origine afghane, un détail qui renforce, nous dit-on, l'hypothèse d'attaque d'inspiration islamiste. L'un des deux adolescents soupçonnés d'être à l'origine de la fausse alerte qui a provoqué samedi une vaste opération antiterroriste au cœur de Paris a été arrêté lui aussi ce lundi après-midi dans le département de la Marne. L'armée syrienne a déclaré ce lundi la fin de la trêve des combats initiés il y a une semaine par les États-Unis et la Russie. Une annonce suivie de raids et de bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep. Un convoi d'aide humanitaire organisé par l'ONU et le Croissant Rouge syrien a été bombardé. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie a vivement condamné ce bombardement. Afrique Soir, à minuit 53 bientôt à Paris, à suivre le journal des sports. Et à suivre le journal des sports avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine. Bonsoir Zéphirin. On commence avec le football et les deux résultats du soir en Europe. Pas de but, donc pas de vainqueur, ni en Liga espagnole, ni en Ligue 2 française. Vous êtes la logique même, Zéphirin. Alaves, privé de son Marocain Zouer Fedal, a fait match nul 0-0 contre le La Corogne de son compatriote Faisal Fajer. Et mauvaise opération pour les deux clubs qui restent dans le ventre mou. Quant au RC Strasbourg, du Sénégalais Kader Mangane, il rate l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2 en étant tenu en échec sur sa pelouse 0-0 par le Red Star du Gabonais Lloyd Palin dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 2 française. En Italie, c'est officiel Antoine, Kalidou Koulibaly prolonge son séjour. Le Sénégalais, révélation de la saison dernière en Serie A avec Naples, a rempilé pour 2 saisons. Âgé de 25 ans, Koulibaly était pourtant tout près de s'envoler pour l'Angleterre. Chelsea l'avait approché cet été, mais le président napolitain Aurelio De Laurentiis s'était fermement opposé au départ du joueur. L'international sénégalais est désormais lié à l'actuel leader du championnat d'Italie jusqu'en 2021.
Autre signature, cette fois ce n'est pas une prolongation Antoine, mais une arrivée, un nouvel entraîneur pour le Wydad Casablanca. À peine plus de 48 heures après s'être séparé du Gallois John Toshak, le club marocain a officialisé la prise de fonction de Sébastien Desabre. Le Français, ancien entraîneur de l'ASEC Abidjan et du Coton Sport de Garoua, arrive au Maroc où il n'a jamais entraîné. Il avait dirigé l'Espérance de Tunis en 2014 en Tunisie. Il avait ensuite voyagé un petit peu l'Angola, les Émirats Arabes Unis et même l'Algérie à la JS Saoura. Desabre qui arrive avec la mission de relancer le WAC, vice-champion du Maroc l'an passé, et sévèrement battu ce week-end par les Égyptiens du Zamalek du Caire 4-0 en demi-finale aller de la Ligue africaine des champions. Et puis du côté des sélections, 2 semaines après sa qualification in extremis pour la CAN, le Burkina Faso s'active sur le dossier de plusieurs joueurs binationaux. Après avoir réussi à attirer plusieurs franco-burkinabés, notamment le Toulousain Steve Yago après la CAN 2013, la fédération burkinabé vise désormais 2 joueurs de Ligue 1. Sita Sangaré, le président de la FBF, s'est montré plutôt optimiste cet après-midi dans l'émission Radio Foot International quant à leur venue. Il y en a d'autres que nous courtisons depuis un bout de temps. Je pense que les fils du dialogue ne sont pas rompus avec eux. Nous avons Anthony Koura qui joue présentement à Nancy et nous avons le jeune Dabo, Brian, qui joue actuellement à Saint-Étienne. Nous avons en tout cas eu de très bonnes discussions avec eux. Il n'y a pas de refus, il y a au contraire beaucoup d'enthousiasme de leur part pour nous rejoindre. Disons que nous sommes à l'écoute. Maintenant, il faut dire que ce qui diffère le Burkina d'autres nations africaines, c'est que certains pays ont l'habitude, vous voyez, ils ont une plus grande tradition footballistique que le Burkina. Ça fait qu'ils ont beaucoup de joueurs expatriés. Donc, ils ont plus de facilité peut-être de pouvoir en capturer que nous. Parce que nous c'est un peu plus compliqué. On a déjà moins de joueurs qui sont dehors. Le peu qu'il y a, bon, si les pays d'accueil également sont intéressés, vous voyez, c'est un peu compliqué. Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football. Alors, le Burkina Faso débutera-t-il sa course à la Coupe du Monde 2018 avec, dans ses rangs, le Stéphanois Brian Dabo ou le Nancéen Anthony Koura? Réponse, le 8 octobre, lorsque les étalons recevront l'Afrique du Sud pour le compte du groupe D des éliminatoires du Mondial. Et on termine avec le futsal, discipline dont la Coupe du Monde se déroule en ce moment même en Colombie. Le Maroc passe tout près d'une qualification pour les 8e de finale. Les champions d'Afrique qui ont bien failli surprendre les doubles champions du monde et septuples champions d'Europe espagnols. Ils leur ont en tout cas tenu tête en ne s'inclinant que 4-3 dans le cadre de la dernière journée de phase de groupe. Petite satisfaction pour Adil Habil, le capitaine des Lions d'Atlas, qui a inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi. Le dernier représentant africain en lice, l'Égypte, affrontera l'Italie en 8e de finale dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà le journal des sports, Antoine Grounier. Merci Antoine. Fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination, Bernard Nejotte, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Vivian Lecuivre. Merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Vous débattiez ce matin du phénomène des carburants toxiques en Afrique. Voilà, excellente nuit à l'écoute de RFI. Excellente nuit à toutes et à tous. À demain. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez au scandale des carburants toxiques vendus en Afrique. Des carburants qui peuvent avoir une teneur en soufre jusqu'à 1000 fois plus élevée qu'en Europe. Il y a un manque de communication sur ce sujet-là, cette problématique du carburant toxique qui est vendu dans nos stations. Et ça, c'est un réel problème parce que si les gens ne sont pas informés, comment vont-ils prendre des dispositions contraires à ce qu'ils ont aujourd'hui? Donc, il faudrait bien d'abord qu'on commence à communiquer là-dessus, qu'on informe, que l'on sorte ce secteur-là de l'opacité dans laquelle il est géré, quoi. Moi, je pars du principe que toute population a des gouvernants et les gouvernants doivent choisir le meilleur pour sa population. Et donc, lorsque nous allons, si nos autorités vont sur le marché du pétrole pour aller acheter du carburant pour sa population, ils doivent pouvoir s'aligner aux normes internationales et non aux normes des spéculateurs ou bien des personnes qui leur proposent n'importe quoi.
Moi, je suis choqué et j'ai mal. J'ai mal surtout pour les innocents qui travaillent dans les stations des services incriminés et qui sont au quotidien en contact avec le poison. Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire de l'Afrique la poubelle du monde. Et quand je dis ça, j'accuse en premier lieu nos dirigeants qui ne se soucient pas vraiment de la santé des populations. Je pense que mieux vaut payer un peu plus cher le carburant que préserver une bonne santé. Parce qu'on ne peut pas savoir quel est le bon, quel n'est pas le bon. Si l'État met le paquet pour mettre un bon contrôle sur place, on va aligner tous les tarifs seront égaux et on va acheter un peu plus cher les carburants pour préserver nos santé. Et demain à 8h10 TU, vous commenterez l'arrestation au Burkina Faso de Luc Adolphe Thiaw, le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré, inculpé d'assassinat.